À cheval sur deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre, l'Islande se déchire lentement. Ces reliefs tourmentés posent la question: à quand la prochaine explosion? Une théorie suppose que l'île est la pointe encore émergée d'un ancien continent maintenant enfoui sous l'océan, nommé Icelandia. Et bien que le futur de ce bout de terre soit incertain, il offrait toujours en septembre 2023 le spectacle de sa grandiose nature. « 14 jours pour en faire le tour par le biais de la Ring Road, sans oublier le Cercle d'Or, Reykjavik et beaucoup plus. Voici mon amoureuse Judith et moi, c'est Victor. Sautez dans la valise, je vous emmène en Islande. » En terre scandinave, au pays des Vikings. À moins d'une heure de route de l'aéroport international de Keflavik, on commence par le secteur d'éruption récente de Reykjanes. La dorsale médio-atlantique, c'est le nom de la fracture terrestre longue de 15 000 km qui ceinture la planète et traverse l'Islande en la parsemant de systèmes volcaniques. Par ici, la terre bouillonne. Elle nous envoie des signaux de fumée et la lave a recommencé à couler. C'est au mois de juillet 2023 que le volcan Litli Rutur a décidé de nous envoyer un rappel de notre vulnérabilité face aux éléments. Les éruptions volcaniques, courtes et puissantes, ont potentiellement l'effet de refroidir le climat grâce à ces panaches de particules qui bloquent le soleil. Mais par contre, quand on parle de fissures actives sur une longue période de temps, comme ici en ce moment, les rejets ne sont pas suffisants pour produire l'effet de refroidissement et c'est plutôt un réchauffement de l'atmosphère qui prend place. On ignore encore tous les dangers qui guettent les habitants de cette île aux mille merveilles, située dans une des 3 zones sismiques les plus importantes du globe. Mais les Islandais en ont vu d'autres, et ils sont prêts à tout. Ils savent très bien de quoi est capable leur mère patrie, et leur slogan local, « Si la météo est pas belle, attendez 5 minutes », se répand encore plus vite que la lave, comme un fier témoin de leur résilience historique. Au moment de notre passage, l'endroit vit une accalmie, l'opportunité idéale pour y faire une randonnée. Le site propose alors 4 sentiers majeurs et pour se rendre au site d'éruption de 2023, c'est 18 km et puisque j'ai pas 8 heures, je choisis pour ma part le sentier C de 7,6 km en formule aller-retour. En progressant à travers les montagnes sur ce sentier-là, vous pourrez contempler les conséquences des éruptions de 2021 et 2022. Pendant 800 ans, ces vastes étendues étaient dormantes. Mais récemment, suite à une série de tremblements de terre, elles se sont réveillées. En 2021, le Fagradalsfjall a parti le bal et est entré en éruption, léguant en héritage ces terres dévastées aux tapis de lave séchés encore fumants, des compositions minérales insolites et une quasi-absence de biodiversité. Quelques kilomètres plus loin, on arrive au secteur du Meradayir qui a quant à lui coulé en 2022. Et en juillet 2023, toujours encore plus au nord, le Litli Rutur est entré dans la danse. Et seulement quelques mois plus tard en décembre, des geysers de lave en fusion fissurent la plaine plus à l'ouest, causant l'évacuation de la ville de Grindavik et du Lagon Bleu. Et ce n'est peut-être qu'un début. Les locaux, comme les visiteurs, font leur possible pour garder ces zones d'éruption sous haute surveillance. Et on veut surtout pas que le flot du magma continue de progresser vers le nord, parce que c'est l'emplacement de la ville la plus importante du pays en termes de population. Sa capitale, sa plaque tournante culturelle, touristique, commerciale, Reykjavik. C'est presque 2 millions de touristes qui passent annuellement par ici en ce moment. Et très peu manquent l'occasion de le souligner devant le Sun Voyageur sur le fond d'océan. Une ode à l'exploration que propose le pays tout entier.
mais aussi un rappel que la majorité des villes islandaises étaient auparavant des villages de pêcheurs, un peu comme au Québec, subsistant de la récolte des produits de la mer. Ce passé est encore bien présent à chaque détour de la capitale. Les escapades sur l'eau pour avoir une chance de voir les baleines sont populaires. Et pourquoi pas faire un tour au planétarium qui contient aussi un musée naturel. Besoin d'un petit boost? OK, juste ici. Thé et café. Et avant de juger les prix, il faut quand même pas oublier que le pourboire et les taxes sont souvent déjà inclus. Et surtout, les revenus du tourisme aident à passer à travers la crise économique qui a fragilisé le pays en 2008. Et bien tapis dans une grosse souterraine mystérieuse, un fan fini de punk vous soutirera quelques cronen en échange de pouvoir faire un mini-tour dans son micro-musée dédié au punk islandais. On dira ce qu'on voudra, c'est grand comme ma main et c'est établi dans une chiotte qui, on l'espère, n'est plus en fonction, mais ce gars-là a quand même fait quelque chose de sa vie. Et surtout, le mur final du musée est réservé à la plus grande artiste internationale islandaise de tous les temps, Björk, qui a fait ses débuts sur la scène punk avec plusieurs bandes dont Coco. Reykjavik, une ville moderne, exubérante et sans complexe, où l'humour et les références culturelles fusent de partout. Faire une sieste en après-midi pour contrer les effets du décalage, ça permet aussi de se réveiller pour une virée d'exploration urbaine nocturne dans les rues de Reykjavik. Et de profiter d'une douce soirée d'automne loin des foules pour faire une petite tournée d'incontournables, comme à Hallgrímskirkja. Mais surtout dans un resto-pub où je tenais absolument à casser la croûte en l'honneur d'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. En plein centre-ville de Reykjavik, le Lebowski Bar vous offre un menu tout à fait décent de bière et burger. Mais surtout une carte exhaustive de White Russian servie dans un décor qui donne le sentiment de vivre à l'intérieur de ton film préféré. Nouvelle journée, nouvelle destination, on skippe le cercle d'or, parce qu'on se le garde pour la fin. La beauté de la nature islandaise n'est pas seulement dans l'abondance de végétation, mais aussi dans la dévastation. Le Landmannalaugar, un territoire au décor extraterrestre forgé par les éruptions fréquentes et violentes du Torfajökull il y a plus de 3500 ans. Et pour y accéder, vous devez serpenter plus d'une heure sur une F-Road dans la réserve Fjalabaki. Les F-Roads, c'est des routes de gravier qu'on a un peu partout dans les hautes terres de l'Islande qui ferment une fois la neige tombée. Et ils sont uniquement accessibles avec un véhicule 4x4. Vous devez aussi passer par un ou deux petits cours d'eau, mais les terres du Landmannalaugar récompensent au centuple chaque effort déployé pour s'y rendre. Une fois sur place, il vous reste qu'à choisir le sentier. Étant en quête de la meilleure vue en hauteur sur le parc dans son entièreté, je choisis le sentier qui mène au sommet du mont Blanoukur, ou le mont Bleu dont la lave durcie qu'il recouvre a une teinte bleutée. Environ 8 km en formule aller-retour, mais surtout un dénivelé de 630 mètres qui impose la constante ascension. Ça vient pas sans un peu de souffrance, on va être honnête. Mais qu'est-ce que la récompense de l'atteinte d'un sommet si tu finis en sentant encore tes mollets? C'est la question. Posté en plein cœur de la réserve et d'une hauteur de 940 mètres, le mont Blanoukur offre la vue en plongée la plus surélevée des environs, à 360 degrés, sur ce système volcanique millénaire. D'ici, votre point de départ vous apparaît microscopique. Le refuge et les terrains de camping aux côtés de l'immense champ de lave de Logaron. Les motifs des collines, aux silhouettes chirurgicales, laissent deviner une fracturation de la croûte terrestre d'une puissance inconcevable. Vestige d'une activité géologique extrême répartie sur des milliers, voire des millions d'années. Il en résulte aujourd'hui ces gorges escarpées flanquées d'excroissances polychromes. Comme le Brennisteinsalda.
Le rouge du fer combiné au jaune ocre du soufre sur un tapis de lave bleue où pousse un lichen vert lui donne son allure multicolore. Maestro! Au loin, le maître de cérémonie, qu'on préfère bien endormi. Le Torfadjo coule. Pourrait-il se réveiller? Eh bien, puisque les plaques tectoniques sont toujours en mouvement, un volcan qui était au-dessus d'un point chaud d'où le magma pouvait monter à la surface peut finir par s'en éloigner. Et le même point chaud peut donc faire entrer en éruption différents volcans. Coudon, on a-tu risqué nos vies, nous autres, en venant ici? Ça fait partie de la randonnée. 5 choses à pas oublier pour une rando parfaite. 1. Les belles rencontres qu'on fait sur le chemin. 2. Regarder où on marche malgré tout. 3. Se rappeler de la bienséance, on laisse passer les gens qui montent. 4. Saisir chaque occasion pour respirer à plein poumon sans prendre plein les rétines. Et 5. Fuck, j'ai dit 2 choses dans le point 4, j'ai plus d'idée. Se prendre pour James Bond. Hein. C'est le temps pour nous de déserter les lieux, mais pour les aventuriers qui ont le goût de passer quelques jours, ça c'est votre quartier général. L'endroit comporte toutes les installations dont vous avez besoin. Terrain de camping électrifié, petits dépanneurs dans des bus scolaires pour le café du matin, toilettes, etc. Vous vous demandez ce qui reste parfois après une explosion volcanique? Près de 1200 ans après une activité ici, l'eau a rempli le cratère par lequel le magma avait été expulsé autrefois. Le nom de ce cratère est un mare. Ici, c'est le lac Nossapolur, aussi appelé Blaélur à cause de son bleu azur. En sortant du Landmannalaugar pour aller rejoindre la route 1, on croise Hekla, le stratovolcan de près de 1500 mètres. Aussi nommé la porte de l'enfer par les Vikings et parmi les volcans les plus actifs de l'histoire du pays, avec plus de 20 éruptions depuis les années 900. C'est à Elizolar qu'on décide de passer 2 nuits consécutives, la première en camping et la deuxième en guest house. Il possède son resto et guess what, j'ai pris un burger, et elle, les boulettes de fish cake au curry. On a du curry dedans. Comment on traverse ça, l'Islande? Un petit aparté pour vous parler de mon setup. Au lieu du traditionnel campeur qui m'aurait coûté au-dessus de 5000 $, j'ai opté pour un VUS 4x4 jumelé à de la location d'équipement de camping. Une glacière électrique, une bonbonne de propane 1 kg, une table 2 chaises, un Wi-Fi illimité, matelas oreiller gonflable couvert pour quelques nuits dans le coffre. Ça m'est revenu à 700 $. Additionne ça aux 1400 $ d'allocation du véhicule, et ça m'a permis d'utiliser à peu près un 3000 $ de différence en guest house, en maison de chambre, en hôtel. Et de répartir mon budget un peu plus équitablement sur la totalité de mon itinéraire. Les éruptions ont beau être dévastatrices, les coulées de lave qui ont façonné la géologie sur leur passage ont tout de même créé des rivières, allouant le passage de l'eau jusqu'à des précipices qu'elles dévalent à des débits fulgurants. C'est aussi à elle que l'Islande doit son surnom de l'île aux 10 000 cascades, un autre de ses attraits naturels de réputation mondiale. Celle de Seljalandsfoss est une des multiples chutes où on peut aller se prendre en photo en arrière, recevant du même coup une petite douche régénératrice. Allez, on reprend la route 1. On passe en face d'un volcan qui a débordé en 2010, paralysant le trafic aérien d'Europe pendant 6 jours. Eyjafjallajökull. Et soyez pas trop intimidés par les mots de 16 lettres comme ça, parce que c'est souvent en fait plusieurs mots réunis en un seul. Sans surprise, la calotte glaciaire du Eyjafjallajökull est en train de fondre. L'eau qui s'en libère alimente d'ailleurs la chute Seljalandsfoss qu'on vient de voir. Et en compagnie du glacier Myrdalsjökull, il participe aussi à alimenter une autre chute immanquable sur le trajet. Bienvenue à Skogafoss. Vous pouvez choisir un simple aller-retour du stationnement à la chute, assez pour vous vivifier la binette un instant. Ou choisir d'aller chercher un second point de vue en gravissant les 464 marches qui mènent au sommet. Merci le monsieur inconnu qui les a comptés pour moi.
c'est même pas encore le bout du sentier qui longe la rivière qui se transforme en chute et qui remonte sur plusieurs kilomètres vers l'horizon. Comme la plupart des sites touristiques naturels d'Islande, vous avez ici le choix de décider vous-même du temps que vous investirez dans la visite du lieu. Un concept de buffet à volonté naturelle qui se dévoile sous les yeux ébahis, du pied à ses braves désirant frayer vers l'inconnu. Qu'est-ce que ça fait ici? La vie animale raconte toujours une histoire bien détaillée des lieux qu'elle choisit comme habitat. Et c'est particulièrement vrai par ici. La vie aviaire, les habitués, comme les réfugiés climatiques, les classiques locaux et mes coups de cœur personnels. C'est un bref aperçu, mais bougez pas, je vous raconte tout au long du parcours mes meilleures rencontres en détail. Chaque kilomètre de la route 1 qui défile sous nos roues est un festin pour les yeux. Il est facile de dévorer la distance qui nous mène au prochain stationnement relaxant, ou de se faire un sandwich pour faire taire l'estomac et pomper un peu les breaks. Comme ici à l'église de Vic. Et en parlant de zen, ce prochain arrêt très populaire offre une ambiance d'un calme spécial. La plage de sable noir de Reynisfjara, bordée par le ressac incessant de l'océan Atlantique. Par contre, sur une période de temps plus ou moins longue, un visiteur finira ici et là par être emporté par une vague surprenante. D'où l'importance de rester vigilant. Il n'y a pas grand-chose de relaxant à se faire emporter par l'océan, aussi poétique que ça puisse sonner. Ça a quand même le potentiel de te gâcher ta journée, puis je préfère ne pas parler par expérience. Beaucoup d'endroits instagrammables au pays, mais celui-là remporte probablement la palme, parce qu'ici, tout photographe qui se respecte choisit son spot dans le sable pendant que son modèle est en quête du meilleur perchoir dans le basalte. Et je veux pas être en reste. Alors voici mon Instababe préféré de toutes, Judith Rodrigue de la Beauce, qui admire l'horizon scandinave d'un regard empreint d'exotisme et de mystère. Les colonnes, le sable noir, les motifs des cavernes, tout semble offrir le meilleur setup possible pour shooter la pochette d'un album de black metal. Le basalte en colonne se forme quand la coulée de lave se refroidit et que les forces de contraction s'accumulent. Des fissures se forment alors horizontalement et le vaste réseau de fractures qui se développe entraîne la formation des colonnes. Et en dehors de la plage de sable noir, je vous conseille quand même un petit arrêt à Vic. Ne serait-ce que pour la microbrasserie Smidgenbrugus, qui brasse la Mango Passion que je vais seulement découvrir malheureusement beaucoup trop loin sur mon parcours. Et comme a déjà dit un vieux sage, il y a une raison pourquoi le pare-brise est beaucoup plus grand que le rétroviseur. C'est vrai qu'il y a énormément de sites par ici sur lesquels on peut passer beaucoup de temps, mais il y a aussi énormément de petits arrêts en bord de route qui s'absorbent rapidement. Je vous en propose deux. Tout d'abord, les falaises de Dvergamrar, des colonnes de basalte formées à la fin de l'ère de glace alors qu'elles étaient encore complètement submergées sous l'océan. Un peu plus loin, un autre point de vue d'observation unique, sur le Lomagnopur, une chaîne de montagnes haute de 764 mètres. On peut s'y aventurer à pied, mais attention, selon les locaux, il est habité par un peuple de géants. En tout cas, à 5 pieds 8, je me verrais mal prendre mes petites jambes à mon cou. De toute façon, on arrive sur un territoire rempli de promesses. Une des pièces maîtresses de la grandeur naturelle islandaise, son plus gigantesque glacier, le Vatnajökull, 8300 km² de dominance, à travers lequel sont répartis
10 volcans, dont 8 sous une imposante calotte glaciaire. Le plus massif étant Oreafajokul, dont les éruptions du 15e et du 18e siècle sont encore à ce jour parmi les plus violentes de l'histoire du pays. On a décidé de camper dans un des secteurs du parc national de Vatnajökull, le Skaftafell, un joli milieu naturel pour une chance d'assister à un spectacle d'aurore boréale, et comme on n'a pas été déçus. L'histoire du territoire du Skaftafell, c'est l'exemple parfait de ce qui s'est produit dans les dernières années à la grandeur du pays. Jusqu'aux années 2000, l'endroit abritait des fermes et des terres agricoles. Mais les inondations causées par les éruptions sous la calotte glaciaire posaient constamment des problèmes aux récoltes. Puis, voyant le développement touristique qui se profilait à l'horizon, les gestionnaires ont pris la décision de convertir les lieux en sites d'hébergement et de villégiature. Une excellente décision parce que quelques années plus tard, 2 événements ont fait exploser ce secteur de l'économie. Premièrement, en 2008, un crash économique a détruit la valeur de la devise locale, rendant le voyage plus accessible à un plus grand nombre. Puis en 2010, l'éruption du Eyjafjallajökull a servi d'outil de marketing en transformant les bulletins de nouvelles à travers la planète en vidéos promotionnelles des paysages islandais. Et c'est un peu pour ça que ce matin, connecté à notre camping, une petite rando de 2 km nous amène au pied de la chute Svartifoss et ses colonnes de basalte noir qui en font la particularité. Le point de départ de la randonnée, c'est un véritable musée à ciel ouvert pour nous aider à cartographier les lieux. Des panneaux qui est toujours conseillé de prendre en photo afin de nous aider plus tard dans notre exploration et qui nous aident aussi à mieux saisir l'ampleur de notre environnement immédiat. Dans cette portion sud du pays, le climat est assez clément pour que la vie végétale se développe un peu. Sur la route, une particularité traditionnelle locale, une église en pâte à plantes. Armée pour résister aux intempéries, Hofskirkja est une des 6 églises en matériaux organiques du pays. Et je me plais à croire que la forme suggère que c'est un lieu pour vouer un culte à la nature. Puis, un peu plus loin, un point d'observation sur un glacier, le Fjalsjökull. Le Vatnajökull fond plus rapidement qu'il ne se régénère, lui qui a perdu quelque chose comme 400 km dans les 30 dernières années. Les volcans les plus dangereux se cachent sous les glaciers. Parce que quand les éruptions ont lieu sous la calotte glaciaire, la glace qui fond massivement crée des inondations, explose littéralement les rivières, érode sa friche sablonneuse et donne naissance à des lacs. On les nomme les lacs proglaciaires parce qu'ils ont été enfantés et sont alimentés par la fonte des glaciers. Devant nous, le Fjalsárlón, créé par la fonte du Fjalsjökull. En plus d'être au cœur de la dérive des continents, l'Islande est aux premières loges des impacts du réchauffement planétaire. Il est facile de comprendre qu'une éruption volcanique accélère le processus de fonte des glaciers, mais il est inquiétant de constater que la fonte des glaciers causera à son tour un plus grand nombre d'éruptions. Parce que le poids des glaciers exerce une pression sur la croûte terrestre qui retient le magma, et quand le glacier fond, que la pression diminue, le magma se met à circuler librement sous la croûte, et les risques qu'il entre en éruption augmentent dramatiquement. Il est actuellement estimé que les glaciers pourraient avoir complètement disparu du pays, aussitôt que l'an 2200. Devrons-nous alors renommer le pays? Et comment? Mousland? On continue notre tour du sud de l'Islande avec un autre lac proglaciaire extrêmement populaire. Celui-là est né dans les années 1930, le Jökulsárlón. À 284 mètres, c'est le lac le plus profond de l'Islande.
Ces 30 km² qui débouchent sur l'océan constituent un terrain de jeu de choix pour les phoques des environs. Ceux qui ont le pied marin et les poches profondes ont l'occasion d'y naviguer. C'est ici que dérive une collection d'icebergs bleus cristallins, blancs ou même noircis. Ils se sont décrochés d'un glacier et vont se jeter dans l'océan Atlantique avant d'être recrachés sur le rivage de l'autre côté, en pièces détachées. C'est pour ça qu'on l'appelle la Diamond Beach. Vague après vague, le puissant courant océanique façonne et livre ses offrandes. Des sculptures de glace polies jusqu'à la transparence, qui, tel le mandala d'un moine, n'existeront que pour une très brève période de temps, malgré toute la complexité qui a dû se déployer pour leur donner naissance. Définitivement, les couleurs monochromes de la Diamond Beach savent instiller un émerveillement profond chez le Victor d'Amérique du Nord. Toute cette prise de conscience sur l'état éphémère des choses et la beauté, ça te creuse un estomac, hein? Par chance, il y en a d'autres avant nous qui ont déjà brandi des dollars en l'air par ici. Et le message a été compris. Il y a des petits food trucks, fait que on a dépensé un petit 35$ pour un lobster roll puis un hot dog. On va manger ça dans le truck. Bon appétit. Du bon papier. D'ailleurs, tout est pensé en fonction des touristes, hein? Et les sites d'hébergement sont souvent en self-service, comme ici un peu le camping super propre au pied d'une montagne que j'ai pris ce soir-là, qui ne possède aucun employé, si ce n'est de la proprio qui vient de faire payer ton spot le soir ou le matin, à des heures bien stratégiques pour rattraper les zigotos qui voudraient sauver 15$. Bon, je me gâte avec les merveilles naturelles, mais si vous êtes du genre un peu plus urbain, je vous conseille la ville de Hafen, qui signifie en français Havre. Et c'est littéralement ce que c'est. Avec sa marina charmante au petit matin, une ville de pêcheurs avec tout ce qu'il faut pour charger les batteries, faire le plein d'oméga 3. Et c'était à 5 minutes de mon camping, donc j'ai fait un stop pour ramasser les croissants chauds pour la route. Une chose importante à faire pour moi en voyage, c'est d'aller à la rencontre des locaux. Mais il y a tellement de touristes en Islande que les locaux sont énormément éparpillés sur le territoire et souvent, ils travaillent et ils voient des millions de gens comme moi passer par année. Alors pour mieux connaître les Islandais, je choisis de me tourner vers les musées ou les sites historiques. Un petit village viking ancestral construit pour des besoins de tournage et conservé comme attraction touristique nous offre une brève immersion au temps des premiers arrivants de l'île. Selon les livres des colons, le premier à s'installer en Islande était le viking Nadod en 830. Il a découvert l'Islande par erreur, en dérivant, alors qu'il tentait un voyage de la Norvège vers les îles Faroé. Et l'intérêt a grandi dans les rangs vikings pour ces terres et de plus en plus de familles sont venues s'y installer. L'histoire de l'Islande commence peut-être un peu tard, mais elle n'en est pas moins captivante. Une histoire qui s'est transmise lors des longues nuits d'hiver passées à se raconter les récits des sagas. Ces histoires épiques du 14e et du 15e siècle qui reflétaient le courage et la détermination des ancêtres. D'ailleurs, c'est sans doute de là que provient cette robustesse d'esprit nécessaire à s'établir sur un sol instable et dealer avec les aléas inévitables de ces manifestations. Je vous parle justement de deux de ces récits-là un peu plus tard sur le trajet. OK, ce tunnel-là, là, juste après le village, là, payez-le sur votre application de paiement de parking que vous utilisez durant le voyage. Payez-le au moment de votre passage, là, parce qu'il y a comme un petit frais de 50$ tannant si vous attendez que le montant soit refilé à votre compagnie de location de char. Là, ça serait peut-être un bon moment pour prendre une pause dîner et tester quelques spécialités locales. Près de 20 Celsius en septembre en Islande, c'est rare, et ce Saxa Guest House et Café fait un burger au porc effiloché et vraiment pas piqué des verres. Et devinez quoi, j'ai fini par dénicher une bière sûre locale. La Mango Passion de Smidgen Brogus. Du goût du Québec. C'est brassé avec du skyr, c'est le yogourt d'ici.
Et parce que mine de rien, on vient de terminer une des portions les plus importantes côté attrait touristique et arrêt en tout genre, qui est le sud de l'Islande. Ce gars-là me jugeait. Pas grave, je l'aime pareil. Et que lentement mais sûrement, on entre maintenant dans une autre partie du voyage, les fjords de l'Est. On a vraiment le choix entre plusieurs petites villes par ici, toutes plus charmantes les unes que les autres. Et plusieurs guides qu'on a consultés avant de partir nous dirigeaient plus au nord, comme à Seyðisfjörður ou Bakkagerði. Mais c'est à Eskifjörður que le hasard a voulu qu'on jette l'ancre. Je réalise à quel point on a été chanceux de se laisser porter jusqu'ici. Un petit hôtel confortable au cœur d'une ville de pêcheurs exquise de 1100 habitants, comptant tous les services. Comme toute bonne ville portuaire, il offre de visiter un musée d'antiquité qui nous transporte de l'univers maritime au monde médical, en passant par la photographie. Un vrai voyage dans le temps. Et c'est aussi ici que j'ai eu la chance inouïe de faire une rencontre inespérée. Laissez-moi vous présenter Jökull. Même si la population de renards polaires est en diminution sur l'île, il y en a encore plus de 7000 qui se promènent dans les plaines du pays. Si vous voulez tenter votre chance d'en voir dans leur habitat naturel, je vous conseille d'aller dans les Westfjords, plus particulièrement dans la réserve de Hornstrandir, où ils ont pu proliférer en sécurité. Et c'est aussi dans ce coin-là, à Sudavik, que se trouve le musée Arctic Fox Center dédié à l'animal. Et comme une belle rencontre mène souvent à une autre, sur les rives un peu en retrait, j'ai pu assister au spectacle d'un huîtrier, une espèce qui se nourrit, ben oui, de bons fruits de mer. Le problème, c'est qu'on n'en trouvait jamais en Islande des huîtriers avant que la planète ne se réchauffe, et leur arrivée nous envoie un signal. La valse des espèces et des habitants en transformation est bel et bien entamée, et il faudra surveiller les comportements et les habitudes de nos amis volants, si on veut avoir une longueur d'avance sur ce que la nature nous réserve. C'est de la vie. Si vous allez à Eskifjörður, bouquez-vous une chambre, visitez un musée, bouffez une pizza et respirez un bon coup. Parce qu'on est déjà rendu à la portion nord de l'Islande. Et qui de mieux que ces rois de la forêt scandinave, les caribous, pour nous y accueillir? Autour des années 40, on les croyait éteints en Islande. Mais aujourd'hui, il y en aurait près de 7000 qui battent les contrées du pays. Il faut parfois s'éloigner un peu de la route 1 pour visiter les incontournables. Mais par contre, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a souvent des stationnements à proximité et c'est apprécié quand on frappe un peu de pluie. C'est le cas de notre prochaine escale sur l'itinéraire, Dettifoss. La voici, la voilà, la chute la plus puissante du pays, et peut-être même de toute l'Europe. Dettifoss provient de la rivière glaciaire Jökullsá qui descend du glacier Vatnajökull qu'on a visité plus tôt, et il va se jeter dans la mer du Groenland au nord. Un très long canyon traverse le paysage désertique de la région, offrant plusieurs cascades en succession sur son parcours. Selfoss, Dettifoss, Fossvogur, Afragilsfoss à quelques kilomètres en aval. Une autre preuve de toute cette organisation géologique connectée entre elles. Une
chute qu'on peut observer de deux côtés. Ceux qui ont envie de marcher choisiront le côté ouest et ses deux possibilités de trek. Pour ma part, je l'ai observé du côté est. Pour la soirée, on a loué une guest house et des fois, on pourrait appeler ça une guest house parce qu'on prend vraiment un guest. Mais je peux vous dire qu'ici, à Adaldalur, la guest house Brecka, on a été chanceux. Une chambre dans une maison un peu à l'écart du site principal, avec une cuisine, un salon moderne, une salle de bain commune, une chambre familiale à nous. Et sur 4 chambres, la seule autre était louée par 2 jeunes qui sont arrivés bien après qu'on a eu le temps de manger tout seul devant Ace Ventura sur Netflix. On n'est vraiment pas à plaindre côté météo depuis notre arrivée. C'est pas une petite pluie intermittente comme ça qui va nous arrêter. Heureuse contrepartie de ces sautes d'humeur tectoniques, les sources chaudes. Et nul lieu ne permet mieux d'apprécier la chose que le site Schwerir, au pied de la montagne de la mine Namafial. C'est 86% des besoins en eau chaude et en chauffage qui sont satisfaits par l'exploitation de ces nappes portées à ébullition par la proximité du magma. Il y a littéralement des centaines de spas naturels éparpillés à la grandeur du pays où vous pouvez vous baigner. Et c'est même commun d'en trouver où il n'y a pas un chat. C'est peut-être pas dans ce décor jaunâtre où on respire des grosses puffs de souffle que vous voudrez le sortir, mais n'hésitez pas à vous traîner un maillot sur l'itinéraire. C'est aussi le genre de place avec un sol pas mal vivant et très boueux par endroits, genre facile de disparaître dans un trou de boîte en moins d'une seconde. Alors, regardez où vous posez les pieds si vous en avez. Ah, c'est beau ça. Et profitez des vues uniques de dunes saturniennes multicolores sur fond de sifflotements de pression terrestre en plein soulagement. Oui, c'est comme des pets de croûte terrestre. J'avais depuis longtemps prévu un hébergement dans ce secteur, un chalet tout près du lac Mývatn, au pied du volcan Heverfjall, au cœur des parcs de champs de lave et des terres dévastées du Dimmu Borgir. Alors jour 8, au milieu du périple comme ça, avec un toit confortable et disons-le, très agréable. C'est le moment tout désigné pour mettre la pédale douce un peu sur les visites et faire la sieste en sécurité dans votre coquille. Le parc naturel environnant du lac Mývatn sera à notre portée demain matin. Le lac Mývatn, c'est le 4e plus grand lac d'Islande, mais le plus important en termes de biodiversité. En plus d'être poissonneux et de favoriser la flore et les insectes, près d'une 60aine d'espèces de la famille aviaire peuvent être vues dans ce milieu humide unique en son genre dans les environs. Et oui, notre passage se conjugue avec l'arrivée dans le coin des couleurs d'automne. Si la vie prolifère autant au lac Mývatn, c'est parce que le volcan qui en est voisin est depuis longtemps profondément assoupi. Heverfjall, connecté au système volcanique de Krafla, théâtre d'une trentaine d'éruptions depuis la colonisation. C'est environ 400 mètres que vous devez gravir pour mériter d'en contourner les abords au sommet et obtenir ce point de vue plongeant surnaturel sur le cratère du volcan créé il y a plus de 2500 ans. Ce que vous voyez partout au sol, ce sont des téphras, un mot grec qui désigne l'ensemble des fragments produits par une éruption volcanique, du bloc minéral à la particule de cendre. À l'ouest du volcan, les abords du lac Mývatn sont parsemés d'éléments circulaires nommés des pseudo-cratères. Ils se sont formés quand les coulées de lave ont traversé des marécages ou des étangs, provoquant de puissantes explosions de vapeur. À quelques minutes de là, un autre site naturel insolite, enfanté dans la douleur. Vous aimez le feeling de fouler le sol d'une planète étrangère? Les champs de lave du Dimmu Borgir, ou en français les cités sombres, sont à mettre à votre agenda. Les sculptures issues du mouvement du magma sont des œuvres d'art capables de durer des centaines, voire des milliers d'années après leur création. Avec un peu de chance, vous allez tomber sur le repère des Yule Lads, les lutins de Noël version scandinave, qui se préparent à la saison festive.
on sort encore du circuit usuel pour explorer le nord de l'Islande. La ville de prédilection pour ceux qui veulent impérativement ponctuer leur séjour d'une visite des géants des mers. Et là, je vous entends me demander, c'est Húsavík? Ben, c'est Húsavík. C'est aussi une des premières parcelles de terre découvertes du pays, en 870 par un viking suédois du nom de Gardar Svavarsson. Húsavík est situé à seulement 20 km de la dorsale médio-atlantique, ce qui le rend assez susceptible à ressentir les contre-coups des mouvements tectoniques quand ils se produisent. Un autre village portuaire où prime la quiétude. J'ai beau être à l'autre bout du monde, je me sens étrangement chez moi par ici. Depuis bien avant les fjords de l'Est, on longe l'océan et on collectionne les passages dans les villages pêcheurs, fait que on peut plus vraiment faire un seul kilomètre de route en laissant nos estomacs ignorer les multiples cabanes à fish and chips artisanales, présentes absolument partout en bord de route. Et je l'ai pas dit à ma face, mais wow! Pourquoi on a entendu aussi longtemps? Bon, il y avait un petit peu de mouche dehors, mais ça te soulage un gargouillement solide. Prochain arrêt, la chute des dieux. Godafoss, dévalant de plusieurs sources, elle a été le théâtre de plusieurs événements dans la mythologie des sagas. On avait eu beaucoup de beau temps jusqu'ici, mais la pluie aujourd'hui est un peu annonciatrice. Vedur.is nous confirme qu'une alerte météo jaune est en vigueur. Coup de chance malgré tout, notre itinéraire nous amène vers l'ouest alors que la tempête, elle, se dirige vers l'est. Et on dort à l'hôtel Allon, à Akureyri. Une vraie chambre d'hôtel luxueuse au prix d'une guest house. Et comme d'habitude, on consulte Vedur.is avant de partir. Ah, j'ai peut-être pris du livre depuis le début du trip, là, mais je blâme les croissants à déjeuner. Au moins, la lumière rouge en même encore. Le nord de l'Islande, c'est aussi le théâtre des grands événements historiques qui ont forgé l'état des lieux. À seulement 5 minutes en voiture de la route 1, un musée historique, Kakalaskali. Une exposition d'œuvres d'art multidisciplinaires qui donne un aperçu de l'Islande tumultueuse du 13e siècle à travers l'histoire du chef de clan Thordur Kakali. Établi dans les Westfjords, il avait promis de venger la mort de son frère. Comme en 1244, alors qu'il avait croisé par hasard la flotte de son ennemi Kolbensson en naviguant vers le nord. Étant pauvre en armement à l'époque, l'affrontement avait consisté à s'écrabouiller la tronche à grands coups de pavé. Et 2 ans plus tard, lors de la bataille de Hogsness, la plus sanglante de l'histoire de l'Islande, Kakali était ressorti victorieux, mais 110 combattants avaient laissé leur vie sur le champ de bataille. Muni d'un casque audio disponible en plusieurs langues, le visiteur déambule à travers les corridors du musée. Compact mais riche en détails et peut apprécier le fruit du travail de 14 artistes provenant de 10 pays qui décrivent de manière unique les événements de l'époque. Les petites églises en matière organique abondent par ici. Celle-là, c'est Vidimirar Kirkja. 2h30 de route dans une journée, c'est pas inhabituel si on veut atteindre toutes nos cibles. Et la prochaine, le rocher Hadvitirkur. Sur place, un petit belvédère à quelques mètres du stationnement permet d'observer le rocher. Mais plus loin, il y a un petit chemin qui, attention, ça peut être glissant ou périlleux pour certains, permet d'en approcher un peu plus. Hadvitirkur, ou en français la chemise de nuit blanche, en plus d'une vue sur l'océan Atlantique et sa faune spécifique, vous pouvez y admirer le rocher du niveau du sol les jours de marée basse. Ce bloc de basalte de 15 mètres de haut comporte 2 arches formées par une fissure de lave, puis sculptées par l'érosion maritime, et probablement que quelques petites mottes ont été arrachées pour la bataille navale. Et avec le vent extrême qu'il y avait aujourd'hui, on est en droit de se demander combien de temps encore il est capable de tenir debout. 10 jours dans le voyage maintenant. C'est ça que je suis rendu moustachu. Et en plus, Vedur.is nous confirme qu'on a maintenant réussi à mettre tout le mauvais temps derrière nous, et ce jusqu'à la toute fin prévue du voyage. Toutes ces merveilles naturelles transformées en attrait touristique, ça laisse quand même très peu de place à la nature brute et sauvage. Et pour en trouver, c'est par ici. La péninsule de Snæfellsnes qui complète l'extrême ouest du pays. La région ne s'étend peut-être que sur 90 km, mais elle est extrêmement dense. Malgré qu'on puisse aisément en faire le tour en une journée,
Il aurait été payant d'en passer plusieurs. L'histoire géographique de la péninsule est ancrée dans l'activité volcanique et les processus de régénération naturelle. Comme le démontrent ces immenses champs de mousse et de végétation, il y a longtemps dévastés par la lave. Mais faites pas comme moi, optez de rester ici un bout et consultez cette liste des attraits des environs qui comporte le parc national de Snaefell-Jokull, fondé pour protéger la faune et la flore des sites historiques du secteur. La cascade de Bjarnarfoss, le cratère de Saxolar et des villes comme Sticky Solmur, l'île de Flatey, Olafsvik, Anarstapi, Helnar. Et bien que je l'ai parcouru en un seul tour de soleil, j'ai quand même pu avoir le temps de me prosterner devant quelques réputés points de repère. Parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis un fan fini de montagne. Ben oui, de toutes les tailles, les couleurs, les formes. Je suis de même. Et la péninsule de Snæfellsnes en possède justement une aux contours voluptueux et tranchés au couteau. Pour se rendre jusqu'au stationnement, il faut traverser une magnifique petite ville où il vaut également la peine de s'arrêter. Grundarfjordur, pour un café, un sandwich, une pointe de tarte ou un pipi à 3 $. Kirkjufell, la montagne de l'église, a plusieurs identités, dont Arrowhead Mountain dans Game of Thrones. D'une hauteur de 463 mètres, Kirkjufell trône sur une lagune et émerge de l'océan, hypnotisant les passants un par un de par sa silhouette, sa texture et sa structure, les incitant à défiler tous au même endroit pour l'immortaliser. Un autre lieu qui nous donne l'impression que l'océan s'est vidé et qu'on est en train de se balader au fond. La route nous emmène à croiser un autre volcan sous haute surveillance, le glacier et le volcan légendaire de Snaefellsjokull. Les lieux d'inspiration de Jules Verne comme un point d'entrée de son voyage au centre de la Terre. Vous voulez voir des macareux? Ben, venez plus tôt que ça dans l'année, parce qu'en septembre, ils sont déjà partis. On continue à progresser sur la route 54, celle qui dessert le pourtour de la péninsule, en longeant inlassablement l'océan Atlantique, pour se rendre jusqu'à l'église noire Budakirkjar. Construite au 18e siècle, mais restaurée au 19e. Tellement d'endroits où il vaut la peine de s'arrêter et si peu de temps pour le faire. À travers le millage, il devient inévitable de gérer son énergie. Et même si on appelle ça une belle fatigue, faut pas oublier l'importance de se ressourcer en mangeant bien et en dormant bien. Et justement, on était à lancer les dés de la guest house. Et un autre gros coup de chance, notre chez nous du jour, un véritable havre de paix, à Lakjarkot. Une maison mobile, oui monsieur, au grand complet à nous autres tout seuls, à une fraction du prix d'une chambre. Ah, permettez-moi de pousser un grand soupir de soulagement et me craquer une petite mango passion. Home sweet home. Ici, il n'y a aucune pollution lumineuse. Et puis tiens, le ciel est dégagé, aucun nuage à l'horizon. La température avoisine le point de congélation. Tous les astres sont alignés. C'est plus de 3 heures de danse intersidérale qui nous a gratifié les pupilles cette nuit-là. Le champ magnétique de notre planète forme un bouclier invisible et protège des dangers du cosmos et du vent solaire. Invisible, mais quand des flux de particules de vent solaire le pénètrent, la collision entre les électrons et protons terrestres et les gaz de la haute atmosphère crée des milliards de lueurs qui apparaissent en séquence et emplissent le ciel de voiles colorées, mettant ainsi son action en lumière.
tour du pays étant terminé, on peut maintenant s'attaquer au Cercle d'Or, une boucle de 300 km que plusieurs entreprennent en partant de Reykjavik. Un circuit qui comprend les 3 attractions touristiques les plus populaires du pays tout entier, à commencer par un des endroits sans contredit les plus mythiques, le parc national de Thingvellir. Aucun voyage en Islande n'est complet sans un tour par ici. En arrivant du haut du rempart, vous pouvez admirer la faille tectonique entre l'Amérique du Nord et l'Europe, celle au cœur du phénomène de dérive des continents qui écartèle le pays. Vous pourrez vous balader littéralement sur la fissure qui s'éloigne de 2 cm par année et croiser un mini-village historique fantôme. Ok, on est loin de Val-Jalbert. Il est facile de passer une journée complète à parcourir le parc de long en large, admirer la richesse de sa biodiversité. Mais il comporte aussi plusieurs stationnements pour les plus pressés d'entre nous. Mais pour notre part, la température était parfaite pour aller faire un tour à Öxarárfoss à pied, la chute la plus imposante du parc. Prochain arrêt, la chute la plus bleue du pays, Broarfoss. Il n'y a pas de doute, une eau d'un bleu aussi azur, ça provient assurément d'un glacier. Celle-ci du Langjökull à environ 50 km au nord. D'ailleurs, triste histoire au sujet du petit frère du Langjökull qui était nommé Öxjökull jusqu'en 2014, année où son glacier a fini de fondre et jour où il est devenu seulement OK. Et Dieu sait que c'est pas positif nulle part quand tu deviens du jour au lendemain juste OK. Une plaque et un monument ont été installés lors d'une cérémonie symbolique en 2019. Sur la plaque, on peut lire une lettre pour le futur. OK est le premier glacier à perdre son statut de glacier. Durant les prochains 200 ans, tous nos glaciers suivront le même chemin. Ce monument est pour reconnaître que l'on sait ce qui se passe et ce qui a besoin d'être fait. Seulement vous savez si nous l'avons fait. À août 2019. 415 ppm CO2. Et coup sur coup, les 2 autres endroits du top 3 des attractions. Premièrement, Geysir, avec ses explosions souterraines qui propulsent des jets d'eau vers le ciel à intervalles réguliers. Je suis resté 20 à 30 minutes, puis j'ai bien dû voir 4-5 backwash certains. Les fans de préliminaires peuvent commencer avec Geysir, mais ma présence n'a pas l'air de l'avoir autant stimulé, celui-là. Au moins, j'ai pu prendre quelques bonnes bouffées de soufre. Avant de jumper dans le VUS puis de m'aligner sur Gullfoss, la chute dorée, qui complète le palmarès. Finir le tour de l'Islande par son circuit le plus peuplé m'a aussi mis une réalité en face. De 300 000 touristes annuellement au tournant des années 2000, on est maintenant à plus d'1 million à atterrir en Islande pour le parcourir de long en large à chaque année. C'est plus du triple de la population totale du pays et plus du double du nombre de moutons. Bien que l'aspect mercantile soit apparent tout au long du voyage, il semble ressortir davantage dans le Cercle d'Or. Et les prix n'ont pas fini de grimper. On vit encore les contre-coups du crash économique ici, et même si l'argent du tourisme aide, son impact sur le PIB, lui, reste le même. Et aussi pour mieux protéger sa nature, l'Islande devra un jour instaurer ses quotas. Alors, on va les dépenser dans un petit resto fancy, vu que ça achève. Mika, c'est pas juste une pizzeria, mais c'est aussi l'endroit pour se récompenser et ingérer des légumes frais en salade et en pizza. Une autre nuit à observer les aléas des éclats lumineux, rebondir sur le bouclier magnétique.
Mini détour pour dîner en plein air au bord de la rivière Olfoussa, où j'ai eu la chance d'observer une famille de cygnes chanteurs, une espèce commune présente partout au pays, mais toujours majestueuse. On complète le cercle d'or ce matin avec le cratère de Kérid. Vieux de 6500 ans, profond de 55 mètres. Il est situé dans une zone volcanique connectée à la ceinture éruptive de Reykjanes. Et on peut en faire le tour par en haut ou descendre aux abords. Notez que ça se trouve sur une terre exploitée par des privés qui entretiennent le site et chargent un petit frais d'entrée. Autant on était aussi pris dans le monde que si on avait été chercher un écran 4K au Boxing Day, autant que juste un tout petit peu en dehors du cercle d'or, le contraste est saisissant. De surpeuplé à complètement seul, Jarlparfoss, c'est une des multiples chutes du sud de l'Islande, située dans les champs de lave du volcan Hekla, et qui marque le point de rencontre entre deux rivières, Fossa et Björsa. Avoir su qu'arriver ici juste avant le coucher du soleil m'offrirait une petite fenêtre d'environ 30 minutes où l'endroit était à nous. Je me serais gardé mon sandwich du souper pour pique-niquer au pied de la chute. Et oui, une dernière chute et c'est la fin. Eiðfoss, parmi les 5 plus hautes chutes du pays, est rehaussée par la présence d'un canyon qui fissure la contrée à perte de vue. Elle est accompagnée d'une petite chute appelée Voisine. Et de partout dans les environs, on peut voir le volcan Hekla superviser son empire. En 14 jours, 3000 km, 22 villes, 51 attraits touristiques, 10 hébergements, 4 campings, 8 burgers. Des rencontres inoubliables, mais surtout, des panoramas oniriques qui défilent à l'infini. Les volcans sont peut-être les premiers baromètres de la santé de notre planète. C'est une chance inouïe de vivre à une époque où ces monstres en dormance se laissent encore escalader et d'encore pouvoir jouir de cette masse monumentale de glaciers. Sur une planète en profonde mutation, dont la solution est dans les canaux de communication. On doit protéger la nature de l'Islande pour continuer de recevoir les messages qu'elle nous envoie.